Donc bonjour, leçon de chimie, donc on va voir donc les acides, les bases et une deuxième méthode pour étudier les réactions limitées. On avait étudié les réactions limitées en connaissant le rendement de la réaction. Là, on va voir une autre méthode pour trouver le produit formé d'une réaction limitée. Bon, alors donc les acides et les bases. Alors je vais commencer par le pH d'une solution. Alors, toutes les solutions aqueuses possèdent un ion qui s'appelle l'ion oxonium H3O+. Et en fait, l'acidité d'une solution, elle est due à cet ion, à cet ion oxonium. Ainsi, quand on prend du citron, qu'on met un jus de citron sur la langue, si ça pique un peu, c'est parce que voilà, on met ces ions-là, on met les ions, il y a des ions d'oxonium qui sont sur la langue. Et le pH est lié à la concentration en ion oxonium. Alors la formule, il faut l'admettre. La formule, la voici. Une formule qu'il faut savoir. Donc moins pH égale moins log de concentration en ion oxonium divisé par C0. Alors je vais expliquer. Alors log, c'est le même log que pour la leçon sur le son. Voilà, c'est ce log-là, c'est celui-là. LOG, c'est pas LN. Voilà, je sais pas si on voit bien. Voilà, bref. C'est le même log. C'est pas le logarithme népérien, c'est le logarithme de base 10. Alors, C0, on appelle ça la concentration standard et ça vaut toujours 1 mol par litre. Alors, donc cette concentration est là pour une question d'homogénéité parce que le pH n'a pas d'unité. Alors pourquoi le pH n'a pas d'unité? Parce que le log n'a pas d'unité, ce qui est dans dans la fonction logarithme n'a pas d'unité. Et donc si on avait que log de H3+, eh bien voilà, ça poserait un problème puisqu'il y aurait des moles par litre. Tandis que avec le C0, on a mol par litre divisé par mol par litre, ça fait quelque chose de sans unité. Voilà, donc c'est pour. C0 c'est la concentration standard, et il est là pour une question d'homogénéité de formule, cohérence des unités, pour le pH qui n'a pas d'unité. Voilà, donc on apprend cette formule. Donc on va faire quelques exemples. Alors cette formule est valable, mais ça sera toujours le cas pour nous, si H3O+ n'est pas trop concentré et pas trop faible. Alors, quelques exemples. Voilà, alors on a ces concentrations, donc en ion, je vais mettre ça sous la souris, là, comme ça sera mieux pour moi, voilà. Donc on a des solutions avec ces concentrations en ion oxonium, et on cherche le pH. Bon, il faut appliquer la formule. Alors ça vaut 1, donc c'est pas la peine, dans la calculatrice c'est pas la peine de le mettre, on met moins log de 5,210-3, voilà, donc ça, vous vérifiez ça, vous tapez ça sur vos calculatrices et vous trouverez ça. D'accord? Alors, il faut aussi connaître la relation réciproque, c'est-à-dire qu'on connaît le pH et l'inconnu, c'est la concentration en ion H3+. Donc on va faire la démonstration de la relation réciproque, on va faire ça à droite. Donc on part d'ici, et il faut isoler, donc il faut savoir le faire, il faut isoler la concentration en ion oxonium. Donc, on va faire ça progressivement. Donc je vais multiplier par moins 1 de chaque côté de l'égalité pour faire passer le 1 ici, pour faire passer le signe moins ici. Il faut petit à petit enlever tout ce qu'il y a autour de H3+. Donc on commence par le signe moins. Donc on multiplie par moins 1, ce qui enlève le signe moins ici, et à gauche on va voir moins pH. Voilà, alors ensuite on va enlever le log. Alors pour enlever le log, eh bien, on va utiliser la fonction 10 puissance x, parce que 10 puissance log de x, ça fait x. Donc j'utilise la fonction 10 puissance x de chaque côté. Donc à gauche, 10 puissance moins pH, et à droite, 10 puissance log de H3O+ sur C0, ce qui donne H3O+ sur C0. Et enfin, je multiplie par C0 pour retirer le C0 à droite. Donc du coup, on va avoir C0 fois 10 puissance moins pH égale concentration en ion H3+. Voilà, donc formule qu'il faut connaître. Alors, quelques exemples. Donc cette fois-ci, la donnée c'est le pH. Voilà, ces exemples-là.
Eh bien, vous prenez votre calculatrice et on calcule ceci. Donc, c'est la fonction inverse de la fonction log. Donc, c'est-à-dire que sur la touche, c'est au-dessus de celle-là. C'est là. Hein. Alors, je crois que c'est flou, hein, d'après ce que je vois, mais bon, voilà, c'est pas bien réglé. Voilà, hein, c'est au-dessus de la touche log. Bon, bref, vous connaissez, c'est comme pour le son. Hein. Alors, on fait le calcul et on trouve ça. Bon, voilà comment ça fonctionne. Hein. Donc, voilà le lien entre pH et voilà, le pH est dû aux ions, à la concentration en ion H3O+, en ion oxonium dans une solution. Alors, petite remarque. Donc, on regarde comment évolue la concentration en ion H3O+, ici. Donc, dans mes exemples, j'ai pris de plus en plus faible. Et vous voyez, le pH augmente. Hein. Où là, le pH diminue, vous voyez, le pH diminue et la concentration augmente. Donc, en gros, bon, c'est assez logique. Hein. Plus il y a d'ions H3O+, bah, plus ça va être acide. Hein. Voilà, si vous mettez beaucoup d'ions H3O+, sur la langue avec le citron, eh bien plus ça va piquer. Et donc ça veut dire que le pH va être bas. D'accord. Donc plus il y a d'ions H3+, plus le pH est bas. Ça, donc on le retient. Ou plus le pH est bas, plus la concentration en ion H3+ est importante. Voilà, donc ça il faut connaître. Alors ensuite, on va définir alors oui, bon, ça aussi, que vous connaissez, hein, si le pH est inférieur à 7, la solution est acide, égal à 7, la solution est neutre, supérieur à 7, la solution est basique. Alors maintenant, on va définir les acides et les bases. Alors il y a plusieurs façons de les définir, il y a plusieurs définitions, donc nous on va voir la définition selon Bronsted. Bronsted, c'est un chimiste allemand. Voilà, donc les acides et les bases, selon la théorie de Bronsted. Alors voilà comment on définit un acide. Bon, c'est pas très compliqué. Un acide, c'est une espèce qui est capable de céder un ion H+. Voilà, un ion H+. Alors, les ions H+, si on rentre dans le détail, qu'est-ce que c'est un ion H+? Donc, l'atome d'hydrogène est formé d'un proton et d'un électron qui tourne autour. Et l'ion H+, ben, c'est un atome d'hydrogène qui a perdu son électron. Donc il reste que le noyau. Mais le noyau, c'est le proton. Donc on dit aussi un proton H+. D'accord. Voilà, donc ça, on connaît. Alors on va faire quelques exemples. On va prendre des acides. Voilà, donc j'ai des exemples. Ah oui, alors donc, on appelle polyacide une molécule qui va pouvoir céder plusieurs protons H+. Donc voilà, j'ai pris quelques exemples d'acides. Hein, voilà. HCl, NH4+, bon, tout ça c'est des acides. Donc ce sont des espèces capables de céder H+, dans certaines conditions expérimentales. Alors si ces acides cèdent H+, ils se transforment. Donc on va écrire ce qu'ils deviennent. Donc voilà, comment on écrit ça? On appelle ça des demi-équations acido-basiques. Alors voilà, donc voilà, je vais faire ces exemples avec ça. Voilà, avec tout ça. Alors, donc là, je vais écrire comment il se transforme. Alors, s'il cède H+, eh bien, ça veut dire que la molécule se casse. Il va y avoir H+ d'un côté, et puis le reste de l'autre. Alors, ce qui nous intéresse, c'est le reste. Qu'est-ce que c'est? Bon, ben, le reste, ça va être formé de Cl. D'accord? Et comme ici, on a une charge plus, eh bien, Cl, il va être forcément chargé, il va gagner, en quelque sorte, une charge... sa charge va diminuer de 1. Forcément, sa charge va diminuer de 1, puisqu'il a perdu... l'ensemble a perdu une charge positive. Voilà, donc du coup on va avoir Cl-, d'accord? Et donc du coup cette demi-équation acido-basique doit respecter les deux règles pour équilibrer les équations bilan, c'est-à-dire conservation de la matière, hein, un hydrogène, un élément chlore, et conservation de la charge, neutre, d'accord? Donc voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que l'espèce que l'on va trouver va perdre une charge plus, et donc du coup elle va être chargée négativement une fois par rapport à sa charge initiale. Donc on va faire le deuxième exemple. Voilà, donc ça, demi-équation basique, je l'ai dit. Alors deuxième exemple, donc NH4+, CH+. Donc qu'est-ce qui reste? Il va rester NH3. Mais
l'entité baisse d'une charge parce qu'il a perdu une charge plus. Donc du coup, ça va faire NH3. Il baisse d'une charge. Il va passer de plus à neutre. D'accord, d'une charge positive à neutre. Celui-là. Alors, donc cette espèce-là perd H+, donc vous voyez, elle est chargée négativement, mais donc du coup, elle va perdre, sa charge va descendre d'une unité, donc du coup, l'hydrogène est perdu, donc on va trouver SO3 2-. Voilà. Alors on peut vérifier, hein, voilà, donc ça c'est chargé, donc un hydrogène, un soufre, 3 oxygènes, donc la conservation de la matière respectée, conservation de la charge, ça c'est chargé négativement, et tout ça c'est chargé négativement, donc c'est bon. Bon, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que à chaque fois, l'entité, l'acide, eh bien, sa charge baisse d'une unité. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Par exemple, là, on va passer de plus à rien. Voilà, là, on va passer de rien à négatif. Là, on va passer de -1 à -2, bon, etc., etc. Donc, on y va. Alors, H+, donc là, qu'est-ce qui va rester? Ben, c'est H2O. D'accord. Alors, ici, vous voyez, on a 2 hydrogènes. Hein, ici, là, il y en a aux deux extrémités. Donc, il y en a un qui part. C'est un des deux qui part. Alors, celui qui part, donc c'est celui qui est toujours... voilà, ça c'est une molécule particulière qu'on étudiera plus tard. On appelle ça un acide carboxylique. Hein, ça finit par COH. Et dans le bloc COH, cet hydrogène-là, il n'est pas tellement fixé. Hein, il n'est pas tellement fixé au haut, il peut facilement partir. Tandis que l'hydrogène, là, il est bien fixé au C, il est bien fixé, il est solide, donc celui-là, il ne partira pas. Donc c'est cet hydrogène-là qui part, on dit que c'est un hydrogène labile, qui peut partir, donc il faut que vous reteniez que quand vous avez le groupe COH dans la molécule, c'est le H de ce groupe-là qui part, hein, pas les autres H de la molécule. Donc du coup, on va trouver H+, plus HCO-. Alors ça, c'est ce que je viens de dire. Voilà. Et enfin, le dernier, donc on va trouver ici HPO4. Là, on baisse d'une unité la charge, donc 2-. 2-. Voilà. Hein, donc c'est bien équilibré, hein, 2H, 2H, 1P, 1P, 4O. Ça c'est chargé moins, tout ça c'est chargé moins. Voilà, donc voilà, ça c'est la définition des acides. Ben, les bases, c'est l'inverse. Hein. Une base est une espèce qui peut capter un proton H+. Voilà, donc polybase, c'est une espèce qui peut capter plusieurs protons H+. Donc on fait des exemples, voilà, avec ça. Alors donc du coup, on va chercher donc l'espèce, donc la base va capter H+, donc elle va se transformer. Eh bien, on cherche la nouvelle espèce. Donc là, je vais écrire NH3 plus H+, hein, puisque ça capte, et donc ça se transforme en quoi? Voilà, ça c'est facile, il suffit de coller, hein, H+ ici, donc ça va faire un H4+. Hein. Donc là c'est plus facile hein, ici. Hein. Donc là si je colle ici, eh bien ça fait, le plus et le moins se neutralisent, ça fait H2O. Donc là si on colle H+, eh bien ça va faire H, SO3, et donc on va gagner une charge, ça va augmenter d'une unité, donc moins, HSO3-. Voilà. Alors, maintenant la notion de couple acide-base. Alors, je recopie cet exemple-là, cet acide-là, voilà, et cette base-là, je recopie, et on va un peu les étudier. Voilà, ici, voilà, hein, on a écrit ça. Hein, pour cet acide-là, la demi-équation acido-basique donne ça, et pour cette base-là, ça donne ça. Alors, regardons un petit peu. Donc là, on a l'acide, et cet acide se transforme en ça. Mais ça, qu'est-ce que c'est? C'est une base. Vous voyez, regardez. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est l'acide. Donc, vous voyez, en fait, quand on a un acide, eh bien, ce qui se forme, c'est une base. Et cette base porte un nom, on dit que c'est la base conjuguée de cet acide. Et là, on a une base, ça se transforme en acide, et on dit que cet acide est l'acide conjugué de cette base. Donc, on met comme ça aussi en évidence un couple acide-base. Et on écrit ces couples toujours sous la forme acide/base, hein, c'est toujours l'acide en premier. Voilà, donc il y a des tables avec tous les couples acide-base, on a l'acide et la base. Voilà. Et donc cette réaction, elle se fait dans un sens ou dans l'autre selon les conditions expérimentales.
Alors si elle se fait dans ce sens-là, eh bien, on obtient ça, mais ensuite, la base ne va pas réagir à nouveau. Dans ces conditions expérimentales-là, la base ne réagit pas pour reformer l'acide, si vous voulez. Ça marche que dans un sens. D'accord ? Ça dépend des conditions expérimentales. Dans certaines conditions expérimentales, c'est voilà, dans ce sens-là, voilà, et puis parfois c'est dans l'autre. Voilà, ça dépend, voilà. Mais voilà, on ne revient pas dans l'autre sens. D'accord ? Bon, voilà. Donc voilà, donc ça, j'ai mis ça comme ça, j'ai mis l'équation acido-basique comme ça pour montrer que ça pouvait se faire dans les deux sens, selon les conditions expérimentales, hein, attention, hein, selon les conditions, dans un sens ou dans l'autre. Voilà, et donc là, on va mettre en évidence les couples acide-base. Voilà, donc ça, il faut savoir, écrire l'acide d'abord et la base. Donc, l'acide, il cède, donc c'est lui, et la base capte, hein, si on va de droite à gauche. Donc ça, c'est la base. Donc on va écrire HSO3-, SO3-, voilà. Alors, on a le couple HSO3-, SO3-. Ici, on va avoir le couple H3O+, H2O. Donc là, on remarque que dans certaines conditions, voilà, l'eau se comporte comme une base. Hein. L'eau peut capter des protons H+, dans certaines conditions. Alors regardez, donc là, attention, j'ai fait en sens inverse. Hein. Donc là, on a une espèce qui capte H+, donc cette espèce-là, c'est une base, hein, une base capte. Donc là, j'ai base, acide. Donc si je veux écrire le couple acide-base, l'acide en premier, il faut que j'écrive NH4+, NH3. Voilà, donc là pareil, ça c'est une base puisque ça capte, donc l'acide c'est H2O, donc le couple ça va être H2O, HO-. Et on voit que H2O, dans certains cas, se comporte comme un acide, H2O cède H+. Alors cas particulier, oui, qu'on voit de temps en temps dans les exercices, c'est la base HCO3-. On va chercher l'acide conjugué. Donc si c'est une base, ça capte H+. Donc je vais écrire la demi-équation acido-basique, donc j'écris plus H+. Donc ça va donner quoi? Ça va donner H2CO3. D'accord? Alors H2CO3 porte un nom, on appelle ça l'acide carbonique, bon c'est pas à savoir, hein, mais je le dis quand même. Mais ce qui se passe c'est que c'est pas stable, voilà, c'est ça un peu le piège, c'est pas une molécule stable, et dans l'eau ça se détruit. Voilà, donc pas stable, ça se détruit, et ça se transforme en CO2 gaz plus H2O. Hein, donc voilà, donc on a, voilà, quand ça réagit, eh bien on a une effervescence qui se produit, parce qu'on a du CO2 qui se produit dans la solution. Voilà, donc quand HCO3- réagit. Donc HCO3-, on appelle ça l'ion hydrogénocarbonate. Voilà, donc le couple, donc ça c'est l'acide, hein, puisque ça c'est la base. Donc ça va être, on écrit ça comme ça, CO2 gaz, H2O, / HCO3-. Voilà le couple. Voilà, donc ça c'est un peu bizarre, mais il faut connaître, hein, parce que voilà, dans les exercices de bac, parfois, voilà, on le rappelle pas. Parfois on le rappelle, mais parfois on le rappelle pas. Bon, alors remarque, donc là vous voyez qu'on a H2O qui est une base et H2O qui est un acide, voilà. Ou ici, non, voilà, j'en ai pas d'autres ici, non. Alors, donc du coup ça porte un nom. Les espèces, voilà, donc je les ai remis, voilà. Les espèces qui sont à la fois, qui peuvent se comporter comme un acide, ici, et la même espèce qui peuvent se comporter comme une base, portent un nom. On appelle ça des espèces amphotères, voilà, où on dit que l'espèce, que l'eau, en l'occurrence ici, l'eau est un ampholyte, hein, pour le nom. Hein. L'espèce est un amphotère, hein, c'est l'adjectif. Voilà. Ça c'est ce que je viens de dire. Voilà, donc la molécule d'eau est un amphotère, la molécule d'eau est un ampholyte. Voilà, donc ça voilà, se comporte comme un acide ou comme une base selon les conditions expérimentales. Alors maintenant on va voir la réaction acide-base. Donc réaction très importante en chimie, extrêmement importante en chimie, comme la réaction d'oxydoréduction si vous voulez. Voilà, c'est deux grandes réactions importantes. Alors c'est pas très compliqué. Hein. Un acide cède un proton H+. Mais il va céder à qui un proton H+? Et ben, il va céder ça à une base. Et la base va capter le proton H+. Voilà, c'est tout. C'est ça une réaction acide-base. Voilà. Donc, réaction au cours de laquelle un proton H+, est transféré d'un acide vers une base. Alors, si bien sûr on a un polybase ou plusieurs polyacides, bah, à ce moment-là c'est plusieurs, hein,
2 protons H+, ou 3 protons H+, qui sont transférés. Alors on fait un exemple. Donc là, on reconnaît le groupe COH, donc c'est cet hydrogène-là qui va partir. Oui, alors donc, ouais, je vais pas préciser. Donc ça, voilà. Ça, c'est l'acide, ça, c'est la base. Donc, cette espèce va céder H+, alors lequel? Celui-là, parce qu'on reconnaît le groupe COH. Donc voilà, on peut faire un petit dessin comme ça, voilà, pour montrer que il y a un transfert d'H+, de l'acide vers la base. Donc ça, cet acide va se transformer en H3CCO-, et cette base va devenir NH4+. Voilà. Voilà, j'ai écrit une réaction acide-base. Ah oui, alors, parce que là on peut se dire, oui, mais donc là du coup, ça c'est la base conjuguée de cet acide, et ça c'est l'acide conjugué de cette base. Donc on a un acide et une base, et donc ça réagit à nouveau, et donc ça reforme le produit initial. Eh bien non, ça dépend des conditions expérimentales. Là non. Pourquoi? Eh bien parce que cette base est une mauvaise base. Dans ces conditions expérimentales, c'est une mauvaise base. Elle ne capte pas le proton H+, de NH4+. Et dans ces conditions expérimentales de cette réaction-là, NH4+, c'est un mauvais acide, il ne va pas céder son proton à cette base-là. Donc ça s'arrête là. D'accord? Alors en revanche, si on avait une réaction limitée, s'il y avait une double flèche, là oui. Mais c'est pas le cas là. Là, on n'a qu'une seule flèche. D'accord? Voilà. Voilà, ok. Donc la réaction inverse n'a pas lieu. D'accord. Alors là, j'ai mis un autre exemple. Bon. Donc, acide-base. Donc, on peut mettre le petit schéma, là, les petits pointillés, là, comme ça. Hop, acide-base. Donc là, on va voir H2O. Et là, on va voir HSO3-. Voilà, ça, il faut savoir faire. Voilà, on vous donne ça, et il faut savoir faire. On vous donne ça, et il faut savoir faire. Voilà. Deuxième exemple. Troisième exemple. Acide-base. Donc, hop, les petits pointillés. Donc, il cède H+, donc là, ça va devenir NH3, et là, H2O. Voilà. Alors, un exemple avec un polyacide. Donc, on vous dit que ce polyacide cède 2 protons, et donc voilà l'équation bilan qu'il faut équilibrer. Bon, bah, il faut équilibrer, donc du coup, bon, c'est un petit exercice, on va dire. Donc, conservation de la matière, donc 3H, j'ai 4H ici, et là j'en ai 3. Donc il m'en faut plus, il faut que je rajoute, il faut que je mette un coefficient 2 quelque part. Alors, là j'en ai combien? J'en ai 3, et là j'en ai 4. Donc il faut que j'en mette plus ici. Donc je vais mettre un 2 ici, mettons. Voilà. Je mets un 2 ici, donc ça fait 4, ça fait 5. Ah oui, donc ça fait 5 ici, oui, parce que j'en ai mis plus. Donc du coup, ici, si j'en mets 2 ici, ça va faire 5. D'accord? Attendez, je reviens. Là, j'en ai 4, oui, c'est ça. Je reprends quand même le raisonnement. Là, j'en ai 4, et là, j'en ai 3. Donc, j'en ai pas assez ici. Donc, il faut que j'en mette plus. Il faut que j'en mette plus ici. Alors, si je mets un 2 ici, le problème, c'est que si je mets un 2 ici, je vais avoir 2 P. Et comme j'ai qu'un seul P, il va falloir que je remette un 2 ici. Donc là, du coup, ça fera 6H. Donc le 2, je ne peux pas le mettre là. Je suis obligé de le mettre là. Voilà. Et donc, du coup, pour équilibrer ici, j'ai pas le choix. Il faut que je mette un 2 ici. Voilà. Alors maintenant, un phosphore, 2 oxygènes, 6 oxygènes, 6 oxygènes, donc conservation de la matière, conservation des éléments chimiques, 2 charges moins, tout ça, et 2 charges moins, donc c'est bon. Alors, maintenant, étude d'une réaction limitée. Donc on avait étudié les réactions limitées avec le rendement de la réaction. Rendement inférieur à 100%, réaction limitée, rendement égal à 100%, réaction totale. Et pour trouver la quantité formée, on utilisait l'expression du rendement. Donc là, on va faire une deuxième méthode pour étudier les réactions limitées. Alors d'abord une petite expérience. Donc je dispose de 10-3 mol
de cette espèce-là, donc c'est un acide, hein, c'est l'acide éthanoïque, de cet acide éthanoïque que je mets dans de l'eau, j'agite, et ma solution, une fois finie, hein, elle fait 100 ml d'eau, et je mesure le pH de la solution terminée, hein, la solution est terminée, la réaction est terminée, c'est une réaction rapide, j'ai un pH de 3,4, voilà, à l'arrivée. Bon, alors ce que je vais faire, je vais écrire la réaction qui s'est passée. Donc la réaction qui s'est passée entre cet acide-là et l'eau. Hein, souvenez-vous, l'eau, elle peut se comporter comme une base. Donc dans mon exemple, l'eau est une base. D'accord ? Donc, réaction acide-base. Donc je reconnais le groupe COH, donc transfert de ce proton H+, de cette molécule, à celle-là. Hop. Donc du coup, H3CCO- plus H3O+. D'accord ? Et cette réaction est limitée. Bon, ça, voilà, il faut admettre qu'elle est limitée. Alors ce que je vais faire, je vais dresser le tableau d'avancement classique en imaginant que la réaction est totale. D'accord ? Voilà, vous voyez, état final, si réaction totale. Ce qui n'est pas le cas, hein, mais si elle est totale, voilà. Voilà ce que donnerait le tableau d'avancement. Donc la quantité introduite d'acide, elle est là. Hein, donc 1,010-3 ici. Voilà, voilà ici. 1, donc l'eau est en excès. 0, 0. Bon, voilà, on fait le tableau d'avancement. X max, hein, puisque on suppose que la réaction est totale. On cherche la valeur de X max, donc là il y a une seule possibilité, donc ça égale 0, donc Xn égale ça. Donc ici on va trouver 0, et puis les autres, 1,010-3, 1,010-3. Ok. Donc la quantité finale de ion H3O+ formé ou de cet ion formé, c'est ça. Mais ce n'est pas la réalité, puisque la réaction est limitée. Alors nous, notre objectif, c'est quelle est la vraie valeur de l'avancement maximal qui n'est pas ça. Donc du coup, on définit un nouvel avancement qui est l'avancement expérimental à l'état final. L'avancement réel, si vous voulez, l'avancement réel maximal, donc, ou l'avancement à l'état final réel. Et donc ça, il ne se note pas X max, il se note XF comme final. Voilà, donc ça, voilà, je le définis. Hein. C'est la valeur de l'avancement expérimental, voilà, à la fin de la réaction. Donc la vraie valeur de l'avancement correspondant à cette réaction. Donc je rajoute une ligne dans mon tableau d'avancement, et c'est l'état final, donc avec la réaction limitée voilà, qui est là, quoi. Donc du coup, la première ligne, c'est la même, je mets XF, voilà, c'est tout, XF. Voilà, et XF n'est pas égal à Xmax. Alors maintenant, si je veux trouver, donc moi ce qui m'intéresse, c'est de trouver les quantités formées. Hein, c'est ça qui est, dans les réactions limitées, c'est ça qui est dur, c'est trouver les quantités formées à l'état final. Mais voilà, donc dans cette technique, on a une donnée expérimentale. La donnée expérimentale, alors on a toujours une donnée avec cette technique, il faut une donnée expérimentale, parce qu'on va chercher XF, et XF se trouve avec une donnée expérimentale, et là c'est le pH de la solution obtenue, hein, le pH de la solution après la réaction. C'est ça qui va nous permettre de trouver XF. Alors voilà, donc ce qu'il faut faire, c'est lire entre guillemets le tableau d'avancement. Donc d'après le tableau d'avancement, la quantité finale du H3O+ est égale à XF. D'accord ? Donc XF, c'est ça. D'accord ? Donc on l'écrit. Voilà, XF, c'est la quantité finale du H3O+. Or, la quantité finale du H3O+, c'est une quantité, on peut l'exprimer avec la concentration fois le volume. Hein. C'est concentration en H3O+, fois le volume. Hein. N égale concentration fois volume. Voilà. Et la concentration en UH3+, on avait une formule qu'il faudra, voilà, qu'on devrait utiliser très souvent. Hein, c'est C0, 10 puissance moins pH. Voilà, et à partir de là, eh bien, C0, ça vaut 1, 10 puissance moins pH, ça vaut 3,4, et le volume, en litres, ça vaut 0,100. D'accord ? Donc je peux trouver XF, donc si j'ai XF, j'ai la quantité finale, et j'ai trouvé la quantité formée réellement, voilà, sans utiliser le rendement. Voilà, simplement il faut une donnée expérimentale. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, voilà, je peux dire que voilà, ça c'est la quantité formée ici, voilà, j'écris, et puis ici je fais la soustraction de ça, et donc voilà ce que ça donne. Ok. Bon, donc en tous les cas, ce que je constate, c'est que XF n'est pas égal à Xmax. D'accord, ça montre bien que c'est une réaction limitée. D'accord. Voilà, hein, le réactif en défaut n'est pas entièrement consommé, c'est bien une réaction limitée. Donc voilà, je le mets en remarque, etc. Bon, voilà, donc là je vais faire un petit bilan de cette technique-là.
Donc je vais réécrire, ça fait pas de mal, la définition d'une réaction limitée et d'une réaction totale. Voilà. Donc réaction limitée, réaction à la fin de laquelle le réactif en défaut n'est pas entièrement consommé. Et là, comment ça se voit? Eh bien, ça veut dire, dans ce cas-là, on a XF, vous voyez, qui est 10-5, si la réaction limitée est inférieure à Xmax. Hein. XF est inférieur à Xmax dans ce cas-là. Voilà, avec cette technique-là. Réaction totale, si la réaction totale, ça veut dire que si la réaction totale, ça veut dire qu'on a XF qui est égal à Xmax dans ce cas-là. Voilà. D'accord? Bon, alors, résumé de ce qu'on vient de voir. Donc, prévoir si une réaction est limitée ou totale. Et bien voilà, on a les deux cas. Hein. Elle est limitée si XF égale Xmax. Et elle est totale si on a égalité. D'accord? Alors, on introduit une nouvelle grandeur. Alors ça, c'est une première possibilité. Mais on introduit une nouvelle grandeur qui s'appelle le taux d'avancement. Et le taux d'avancement, c'est avec la lettre grecque taux, c'est un rapport sans unité, hein, qui est égal à XF sur Xmax. Voilà, donc voilà, qui est défini comme ça. Alors, que vaut taux dans le cas d'une réaction limitée? Que vaut taux dans le cas d'une réaction totale? Donc je pars d'une réaction limitée. Donc je sais que dans la réaction limitée, XF est inférieur à Xmax. Voilà, et je vais réécrire taux. Je vais mettre l'expression de taux. Donc pour ça, il faut que je divise par XM. Hein. Donc ça va faire XF divisé par XM. XM divisé, je divise par XM. Hein. XM divisé par XM, ça fait 1. Voilà. Et ça, c'est taux. D'accord? Donc une réaction est limitée si le taux est inférieur à 1. D'accord? 0,8 par exemple. Voilà. Alors en fait, cette définition, finalement, ça correspond au rendement. Ça, c'est la quantité formée, et ça, c'est la quantité maximale. Voilà, simplement, c'est un peu plus théorique, mais ça correspond finalement au rendement. Donc on peut mettre 1 ou on peut mettre 100%. Voilà. Et la réaction est totale, eh bien, si on a XF égale Xmax, donc Xmax, Xmax, ça fait 1. Et donc, la réaction totale, si taux est égal à 1. Donc, voilà pour cette première partie.